d'intermédiaire entre nous. Pardon de ne pas parler portugais, pas encore. Et donc, si c'est pas clair, donc en italienne, je parle beaucoup. Ayant longtemps vécu en France, j'ai tendance à parler vite. Donc, si quelque chose n'est pas compréhensible, vous pouvez m'interrompre et j'essaierai d'expliquer en italien, en anglais, autrement, tout simplement. Juste une petite introduction. J'ai commencé à m'intéresser à cette thématique à travers une étude de Marguerite Duras, de ses manuscrits autour de Détruire dit-elle, qui est une œuvre qui m'est assez chère, dont je parlerai à la fin de cet exposé. J'ai essayé par la suite d'élargir le champ de ma réflexion, parce que j'ai commencé à penser avec elle à l'importance de reconcevoir tout ce qui a trait à l'érotisme, à l'érotique, à Eros, dans des termes éminemment politiques. Donc, en quelque sorte, la question du genre, dont je vais essayer de parler aujourd'hui, dans une perspective à la fois utopique, si on veut, politique sans doute, s'ancre dans une réflexion qui part d'abord dans une volonté de reconcevoir la manière dont nous faisons l'expérience de la relation à l'autre, de l'amour, de la manière dont nous représentons à nous-mêmes à la fois les sentiments et les procédés biologiques qui sont apparemment très étroitement liés. Et je me suis aperçue à un certain moment que nous avons tendance à penser la nature humaine, ce qu'on appelle la nature humaine, comme quelque chose de donné, comme quelque chose de... comme si le côté biologique ne s'évoluait pas, comme si on était arrivé à bout de la chaîne de l'évolution. Donc Darwin nous a bien appris qu'il y a eu un chemin, mais ce chemin il est passé. Ce n'est pas quelque chose qui concerne l'avenir, alors que je pense que c'est bien l'heure et c'est très important d'essayer de reconcevoir radicalement la nature humaine, ce qu'on appelle la nature humaine, pour aller voir jusqu'au bout qu'est-ce que nous sommes. Le temps de la crise nous prive de modèles de représentation du temps et avec eux de la possibilité de partager spontanément une perspective sur notre évolution en tant que collectivité. Le partage d'une manière de voir l'histoire de l'humanité ou l'évolution de l'espèce ancre en effet profondément l'individu dans un vécu collectif, dans une perspective de temporalité partagée, dans l'idée d'un lien entre l'ontogénèse et la phylogénèse. C'est ainsi que l'individu est rendu à son appartenance à un organisme plus vaste, et l'expérience de la vie intérieure peut rentrer en résonance avec ce qui se passe en dehors des limites implicites au temps et aux formes de l'existence individuelle. Depuis de longs siècles, nous avons cessé de croire à une temporalité cyclique. C'est notre passé. Ramenant toujours à zéro, ce cycle, ramenant toujours à zéro la progression du temps et des civilisations, reconduisant à parité la balance entre création et destruction. Nous avons progressivement évolué vers un ancrage de l'évolution de notre civilisation dans un paradigme différent, radiqué dans l'idée d'une linéarité de la progression du temps. Et nous avons beaucoup cru dans une évolution permanente, dans une forme de progrès indéterminée, constante, de quelconque progrès il s'agissait d'ailleurs. Nous sommes sans doute orphelins depuis longtemps de la croyance dans une eschatologie de notre histoire, d'un chemin assuré de la cité humaine vers la cité de Dieu. Nous sommes désormais incapables de croire dans une histoire orientée exclusivement vers un jugement dernier, vers la venue d'un règne divin,
mais nous avons quand même remplacé cette croyance avec la croyance dans un progrès humain, dans une évolution spontanée, naturelle de ce que nous sommes ou nous croyons être, dans une volonté en quelque sorte d'aller quand même toujours vers l'avant. Donc après la fin de toute transcendance, de toute eschatologie, nous avons alors cru dans un progrès constant, à la fois matériel et humain, dans l'évolution indéterminée de notre civilisation, et par là à son immortalité implicite, tant elle était, pour ainsi dire, condamnée à sa propre amélioration. Les temps de crise, des crises, viennent briser cette confiance tellement enracinée dans nos manières de voir qu'elle n'est plus sensible à notre conscience. Nous la vivons sans en être conscients. Au moment du choc de la Première Guerre mondiale, Paul Valéry écrivait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. » Presque un siècle est passé. Et toutefois, cette conscience de la mortalité, en quelque sorte, réchigne à se transformer en une civilisation consciente de certaines dynamiques. Cette conscience de notre mortalité, en d'autres termes, elle semble ne s'être pas développée, se refoulant davantage dans une idée de croissance économique qui a sans doute dominé la deuxième moitié du XXe siècle, dans une dialectique intéressante, à mon avis. Je n'aurai pas le temps de le développer aujourd'hui, mais bon, dans une dialectique avec le sentiment d'une menace radicale, d'une annihilation possible. Donc la deuxième partie du XXe siècle a vécu dans l'alternance entre une croyance dans le boom, dans l'expansion économique, et ce sentiment de la menace constante de la guerre froide, de la bombe, enfin la destruction radicale et rapide de l'espèce. Il est peut-être intéressant de voir comment l'alternance entre utopie politique ou humaniste des années 60, par exemple, ainsi que d'autres tentatives d'assumer une conscience de notre nature évolutive, de notre tendance à l'évolution, se confronte constamment avec son négatif. Le constat du risque réel d'une autodestruction engendré justement par le processus même de cette évolution. Donc le fait qu'il y a une sorte de conscience du fait que l'autodestruction, elle peut être une partie de notre chemin même d'évolution. Il suffit de penser par exemple au travail d'Herbert Marcuse, tel qu'il était exprimé en Eros et civilisation, ou encore dans L'homme unidimensionnel, qui sont des textes bizarrement assez pollues récemment, mais qu'il vaudrait peut-être la peine de reprendre. Et bien sûr, la catastrophe financière des dernières années a fini par ramener tous les différents niveaux d'interrogation concernant les différentes évolutions au pluriel que l'homme est toujours en cours d'entreprendre. La crise économique, elle a fini par faire converger tous nos regards sur les aspects purement matériels, purement économiques. Comme si le seul facteur d'altération de nos paramètres de vie pouvait être le standard de notre consommation individuelle. Il me semble qu'il s'est produit quelque chose d'assez semblable à ce qui s'était produit à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, quand la découverte des champs avait, dans l'espace de très peu de temps, confronté l'homme à sa propre capacité inouïe de faire le mal. Découvrir le champ, ça veut dire découvrir l'homme différemment. Et je pense par exemple à comment le travail de Benjamin sur d'autres paradigmes d'histoire non linéaire peut être en quelque sorte un pressentiment de cette passe difficile pour l'humanité. Donc il suffit de percevoir notre système économique chanceler, avoir un moment c'est peut-être pas un dogme que ça fonctionne ainsi, pour se retrouver à nouveau orphelin d'un paradigme de représentation de notre chemin collectif, à savoir le modèle de progrès, et pour jeter ainsi un doute radical sur la possibilité de penser nos vies individuelles en tant qu'inscrites dans un parcours collectif d'évolution. Donc au moment de la crise, on perd de vue
les systèmes de représentation partagés, hein, qui se fondaient sur une perspective plus, en quelque sorte, plus positive, et du coup, on se referme à une échelle individuelle. L'idée, par exemple, d'une responsabilité individuelle de nos gestes quotidiens comme seule réponse aux émergences écologiques, hein, j'ai absolument rien contre, bien au contraire, mais je constate juste des paradigmes de fonctionnement de nos modèles de représentation. Peut-être un exemple du type de dynamique dont j'essaye de parler. Donc, une sorte de parcellisation de notre vécu, de fermeture à un niveau de représentation de notre vie à une échelle purement individuelle. Comment alors penser l'être humain que nous sommes dans la perspective d'une évolution globale aussi de tout le monde et de tous les aspects de l'homme. Il est indéniable en effet que le seul souci d'une réponse à l'expérience de la crise montre que nous ne sommes pas seulement des hommes économiques. Hein. Comme nous allons le voir, ce n'est pas seulement l'objet de cette interrogation urgente au présent, mais aussi ces modes et formes, ces langages qui sont en question, comme quelqu'un l'évoquait aussi ce matin. Il est important de trouver des mots pour présenter tout cela. Donc la philosophie en tant qu'espace de compréhension et mémoire de soi de l'homme est, il me semble, appelée à endosser à nouveau un rôle qu'elle ne recouvrait plus depuis très longtemps. Et par là, à briser en quelque sorte certains codes, certaines formes qu'elle a endossées dans une époque de notre civilisation qui est très proche, mais qui apparemment n'est plus la nôtre non plus. Donc c'est pour cela que, pour parler avec vous un petit peu de ces questions, je voudrais aujourd'hui essayer de mettre ensemble, de faire réagir plusieurs éléments. Donc, comment repenser la communauté humaine en tant que facteur de notre représentation de l'existence individuelle? Comment comprendre quels termes et à quelles conditions il serait possible de continuer à penser le chemin que nous sommes dans les termes d'une évolution, sans établir une identité entre évolution et progrès, pour ainsi dire. Et je pense que donc, je voudrais donc essayer d'interroger ces questions avec vous à partir de deux perspectives philosophiques très très éloignées, donc Jürgen Habermas et Aurobindo Ghose, et donc pensée allemande, une pensée indienne, hein, très très éloignée, et essayer de frayer en quelque sorte, pas du tout un troisième chemin dans les termes d'une synthèse dialectique, pas du tout, mais de montrer une autre possibilité, une possibilité ultérieure peut-être dans les pages d'une écrivaine, hein, pas d'un philosophe cette fois-ci, mais d'une écrivaine française. Je voudrais, avant de rentrer dans les détails, je voudrais nous inviter à songer au fait que nous sommes extrêmement attachés à l'idée d'une espèce humaine, d'une nature humaine, ça je l'avais anticipé. Malgré la plasticité radicale des termes dans lesquels cette nature semble se manifester. Si nous associons immédiatement l'idée d'évolution à celle d'une évolution biologique, hein, selon l'héritage de Lamarck de Darwin, comment pouvons-nous penser aujourd'hui les termes d'une essence biologique de l'homme, hein? Et surtout peut-être, si nous tenons vraiment à l'idée d'une nature humaine, comment ne pas penser à son évolution radicale, hein, à une transformation, à une transmutation même biologique, en tant qu'élément portant d'une transmutation plus vaste, plus générale. Il est évident qu'en cela, la question de la reproduction devient un facteur capital. Car en effet, l'acte de la génération, qui non seulement relie différentes générations, hein, différentes époques, et qui inscrit par là la vie individuelle dans un processus de temps plus vaste, l'acte de la génération fonde aussi directement ou indirectement la constitution d'un tissu social. Le lien entre les modalités et les formes de nos échanges érotiques
petite parenthèse, bien sûr, je suis tout à fait consciente du fait que il serait extrêmement arbitraire et peut-être ce serait un bond en arrière de quelques siècles d'associer génération et érotisme. Mais il est d'autant évident aussi qu'il y a dans notre manière de voir une connexion, même si ces deux pôles ne sont pas tout à fait interchangeables, bien sûr qu'ils sont à l'état actuel quand même, continuent d'être liés. Donc le lien entre les modalités et les formes de nos échanges érotiques est lié à la question de l'évolution de l'espèce depuis au moins Platon. On songe au banquet par exemple, au discours de Phèdre et à l'idée d'une pré-humanité avant l'humanité qui n'était pas répartie en hommes et femmes, mais un être qui était double, qui était ce qu'on considérait après coup deux hommes ou deux femmes ou un homme et une femme reliés ensemble. Donc déjà l'idée d'une identité à la fois personnelle et de genre qui ne colle pas avec la nôtre et qui donc détermine une étape intérieure différente de l'humanité. L'humanité est telle qu'elle est à partir du moment où nous sommes séparés en deux, hommes et femmes, et nous vivons dans notre principe d'individuation. Il est peut-être intéressant de remarquer en ce sens que pendant que nous avons tendance à représenter nos très lointains ancêtres comme des êtres biologiquement différents de nous, il nous est beaucoup plus difficile d'envisager les êtres qui viendront après nous comme biologiquement divers. La pensée cyborg relève sans doute ce défi tout en poussant l'axe de réflexion vers la question de l'intégration entre nature et technologie. Laissant ainsi en quelque sorte de côté la perspective que, après moi, est vraiment un refoulé de notre culture, de la possibilité d'une évolution des données biologiques en tant que telles, dans la mesure où une donnée biologique en tant que telle existe, parce qu'on sait bien sûr qu'on passe à travers une médiation culturelle pour l'appréhender. Il est en d'autres termes si difficile de penser l'être humain tel que nous croyons le connaître en tant qu'organisme susceptible de mutation. Nous préférons croire, comme la Bible semble l'enseigner, parfaitement accompli et achevé. C'est beaucoup plus rassurant de penser que nous sommes le dernier chaînon de la création. Pour nous représenter alors son évolution, nous sommes contraints apparemment de perspecter diverses interactions des composantes qui déterminent sa configuration culturelle, par exemple le cyborg, la technologie et la biologie. Pour illustrer cette tendance qui me paraît partagée à la fois par les sens communs et par la philosophie occidentale au moins, je voudrais faire référence au texte de Jürgen Habermas qui est apparu en France sous le titre de « L'avenir de la nature humaine vers un eugénisme libéral ». Bon, c'est une traduction à peu près littérale d'ailleurs du titre allemand que je vous épargne. Sans pouvoir trop m'arrêter sur l'articulation de ce texte, je voudrais en fait souligner la proposition faite par le philosophe d'un enchâssement de la morale dans une éthique de l'espèce humaine. Citation. La possibilité offerte par la société libérale d'un eugénisme représente en effet pour Habermas un point de non-retour. Donc le moment où nous commençons ne serait-ce qu'à pouvoir choisir le sexe de l'enfant qui va naître, représente pour Habermas un point de non-retour dans l'évolution de notre histoire. Alors que nous sommes habitués à croire en une liberté individuelle prenant la forme d'un droit à faire fleurir nos existences dans les développements de toutes les potentialités possibles, la possibilité d'un choix, ne serait-ce que des genres, opérés par nos parents sous le patrimoine génétique de leur enfant, altère radicalement la structure même sous laquelle se fondait pour nous toute notion d'éthique. La responsabilité que nous lions culturellement au choix ne s'opère plus sur une échelle purement individuelle, mais elle commence à enjamber des générations distinctes. Le parent qui choisit le sexe de son enfant prend une responsabilité de laquelle il n'y a pas véritablement moyen, selon Habermas, de rendre compte. Ah, d'accord. Donc, je termine donc rapidement sur Habermas pour essayer de dire quelques mots pour la suite.
il est assez paradoxal, il me semble, dans cette position, de voir comment cela est présenté par Habermas à la fois comme une limite et comme la même forme dans laquelle il perspecte une solution possible. Je cite, « Au sein d'une société complexe, une culture ne peut s'affirmer contre une autre culture qu'en convainquant les générations montantes qui peuvent toujours dire non, que sa sémantique d'ouverture au monde, sa capacité à offrir des orientations pour l'action, présente des avantages. » Donc, d'une part, il critique le fait que, du coup, nous sommes confrontés à la possibilité de prendre des libertés de choix sur nos enfants. De l'autre, il nous invite, de manière, il me semble, quelque peu paradoxale, à exercer une sorte de persuasion, hein, fondée sur une éthique qui ne trouve plus, à mon sens, ses racines, sur les générations à venir, pour les convaincre à ne pas exercer ce droit d'action sur les générations futures. Donc, juste 3 mots sur Aurobindo Gose, qui est un philosophe qui est né, des philosophes les plus importants de la pensée indienne du XXe siècle, de langue anglaise, né à Calcutta et mort à Pondichéry en 1950. Selon Aurobindo Gose, au contraire, c'est en effet en tant que résultat de notre évolution que nous pouvons nous-mêmes envisager notre transformation. Et, bon, un résumé en 3 mots, parce que j'aimerais bien quand même dire 2 mots sur Marguerite Duras. C'est Aurobindo Gose, selon les définitions, envisage non seulement la possibilité d'une évolution de l'espèce humaine vers ce qu'il appelle the divine life, mais c'est une divine life bien radiquée sur Terre, mais aussi une évolution qui se fait par stade et qui aboutit donc à des êtres intermédiaires, à des mutants. En gros, selon Aurobindo, la matière engendre la vie engendre la conscience, et la conscience, si on croit à cette loi d'évolution, la conscience, elle va engendrer un stade ultérieur de l'humanité que nous ne connaissons pas encore. Je n'ai pas le temps du tout de développer cela. Il est vrai que la péculiarité par rapport à la philosophie indienne d'Aurobindo, c'est qu'il insiste beaucoup sur le fait que cette nouvelle conscience est, tout d'abord et à la fin, une conscience totale du corps. C'est une convergence entre la nature cellulaire, organique de l'homme et l'évolution de son awareness. Hein. Donc ce stade supramental, qui est un stade, selon sa définition, qui est un stade d'évolution ultérieure de la conscience humaine, amène tout spontanément une transformation de la donnée biologique de l'homme, jusqu'au point, je n'ai pas du tout le temps de m'arrêter là-dedans, que Aurobindo envisage une humanité non plus ancrée dans des différents genres. Hein. Je rappelle que Aurobindo disait de sa compagne spirituelle qu'ils étaient 2 corps dans une seule âme, donc au-delà en quelque sorte d'une répartition des genres. Nous revenons un peu à une représentation à la Platon. Mais qu'il préconise en quelque sorte la possibilité d'une étape de la nature humaine où nous serons plus liés à une reproduction sexuée. Ce qui est très intéressant parce qu'il nous ouvre des perspectives sur une humanité androgyne. Bon, pour illustrer 3 minutes. Pour illustrer donc cette pensée du mutant, de l'homme mutant en tant qu'en quelque sorte émancipé d'une pensée des genres et même d'une expérience du genre, je voudrais terminer en disant quelques mots de cette œuvre de Duras sur laquelle j'ai travaillé longuement, Détruire Littel. Détruire Littel est le premier film de Duras, il est aussi un roman, récit, on ne sait pas trop bien, qu'elle a commencé à écrire en 1967 et qu'elle a terminé en 1968. Donc, à cheval de la rédaction, se vérifie l'effet de mai qui sont, dans la vie de Duras,
extrêmement important. En gros, c'est le moment, c'est le tournant où Marguerite Duras parle d'un questionnement du couple bourgeois à un questionnement politique bien plus radical. Les faits de mai 68 lui permettent de passer à une action politique qu'elle cultivait déjà dans l'analyse très très pointue de ce qui se passe à l'intérieur d'un couple. Et Détruire, dit-elle, c'est l'œuvre où elle essaiera de montrer que la manière dont nous représentons nos sentiments, notre vie érotique, notre union, c'est fondamentalement une question politique et qu'il ne peut pas y avoir de développement politique sans une prise en compte de cet aspect de notre vie. Donc c'est un trio qui devient un quatuor après mai 68. Ce qui m'importe ici, c'est de souligner que c'est après l'effet de mai 68 que Duras introduit dans l'écriture de ce roman un quatrième personnage qui n'était pas dans la première version, qui est défini comme mutant. Stein, le personnage de Stein, qui est défini comme le juif allemand, donc comme en quelque sorte le persécuté par excellence et l'homme par excellence. Nous sommes tous des juifs allemands, c'était un slogan de mai 68. Stein, en tant que mutant, il est un personnage androgyne. Il est celui qui introduit dans un récit de couple bourgeois, dans un drame de l'infidélité, un mécanisme de jeu de miroir qui fait que tous les personnages impliqués sont en réalité, par exemple, attirés en même temps par des hommes et par des femmes. Qu'il n'y a plus de possibilité de repartager l'érotique diffuse dans ce texte entre une érotique homosexuelle et une érotique hétérosexuelle. Stein, c'est lui qui apporte en quelque sorte la mémoire du futur, hein, dans les termes de Duras. Et juste pour conclure, cette alternance, cette transformation, cette possibilité radicale qui est d'abord introduite par une figure féminine, hein, Alissa, puis déployée de manière plus importante par un personnage d'androgyne, c'est en quelque sorte la préfiguration d'une étape à venir, la préfiguration d'une étape de l'humanité radicalement autre. Quelques années plus tard, dans une autre œuvre qui s'appelle Les mains négatives, Duras se penchera non plus sur le tournant qui va nous amener vers une autre étape de l'humanité à travers une radicale repensement de nos sentiments les plus intimes, apparemment, mais elle commence à penser à le moment de l'origine de l'humanité telle que nous la vivons. Et à nouveau, dans Les mains négatives, qui est un essai sur ces empreintes de mains qu'on trouve dans les cavernes d'il y a 30 000 ans, apparemment les premières manifestations artistiques, donc le moment où l'homme devient véritablement homme, à ces moments, la voix qu'elle donne à ce premier homme qui est vraiment tel, est celle d'un cri d'amour. Elle dit ces peintures ne sont pas des peintures, sont un cri d'amour vers une humanité encore à venir. Dans les termes de Duras, toi qui es doué d'identité, je t'aime. Alors que l'homme de la caverne, bien sûr, n'est pas encore doué d'identité. Il est encore dans un stade de préhistoire. Donc à travers ce cri d'amour vers ce qu'on ne sait pas être, ce qu'on ne sait pas comment il sera, à travers ces gestes extrêmement érotiques, l'humanité arrive à surmonter une étape et à produire l'homme en tant que nous sommes. Je pense que dans Détruire, dit-elle, Marguerite Duras essaye de nous prospecter, de nous inviter même, en tant que geste extrêmement politique,
à repenser radicalement à la fois les distinctions de genre, à la fois ce que nous pensons être notre nature biologique, et de refaire cela dans le nom d'une évolution ultérieure de l'humanité et à partir d'un repensement radical de ce que nous sommes éduqués à croire comme très intime, notre manière de vivre les sentiments, de nous représenter nous-mêmes et notre identité, et de vivre les échanges érotiques. Merci beaucoup.